Très bien. Je vais m'efforcer de parler clairement cet après-midi. Je m'excuse si j'ai été peu claire ce matin. Je voulais simplement dire que je n'ai rien contre le diagnostic précoce des enfants. Au contraire, je suis tout à fait en faveur du diagnostic précoce. Je ne sais pas comment ce malentendu a pu être créé, mais je vais faire de mon mieux pour être clair pour cette deuxième intervention. Comme je l'ai dit ce matin, les personnes autistes ont besoin d'un programme 24 heures sur 24. Ils doivent apprendre bien plus de choses que nous parce que nous avons des possibilités instinctives pour les relations sociales. Il m'a toujours semblé ironique que nous accusons les personnes autistes de ne pas avoir de théorie de l'esprit, mais il est évident qu'ils sont les seuls qui en aient besoin. Nous autres, nous avons la possibilité de ressentir les sentiments, les émotions des autres. Nous avons des clés émotionnelles pour décrypter le comportement et les émotions des autres, sauf les autistes, bien entendu, parce que s'agissant d'autisme, nous avons affaire à un problème réciproque. Nous avons une empathie naturelle, mais seulement pour les personnes que nous comprenons. Et dans mon expérience, les personnes autistes développent l'empathie lorsqu'elles comprennent. L'obstacle, c'est la non-compréhension. C'est seulement si vous ne comprenez pas ce que les gens ressentent que vous avez du mal à avoir de l'empathie. Alors, face à une personne autiste, nous sommes dans exactement la même situation que la personne autiste. Elle ne nous comprend pas et nous ne la comprenons pas. Alors, il y a un problème réciproque que nous devons résoudre ensemble. Mais comme je le disais ce matin, les personnes autistes ont besoin d'apprendre énormément de choses qui ne passent pas toujours par un contexte scolaire. Ni les parents, ni les professionnels n'ont les compétences innées pour comprendre les personnes autistes. Nous devons faire exactement comme eux. Faire un apprentissage cognitif. C'est pourquoi il est extrêmement difficile d'être le parent ou le professionnel qui prend en charge une personne autiste. Il ne suffit pas de connaître la personne, il faut comprendre l'autisme pour pouvoir comprendre la personne par le biais de cette lentille, la lentille de l'autisme. Pour savoir, par exemple, que tel ou tel comportement ne signifie pas la chose classique, mais une autre chose, puisque c'est le comportement d'une personne autiste. Et puisque nous sommes obligés d'essayer de comprendre notre comportement, donne du fil à retordre aux personnes autistes. Et l'inverse est également vrai, bien entendu. Et parfois, nous partons vraiment du mauvais pied les uns et les autres. Donc c'est un double apprentissage, un apprentissage réciproque et les parents, les professionnels ne peuvent pas travailler isolément. Nous avons besoin de cet intermédiaire qui est la personne autiste. La différence principale liée à l'autisme, c'est que nous avons la facilitation sociale, nous ne sommes pas seuls pour essayer de comprendre le monde. À un très jeune âge, un bébé suit le regard de sa mère ou la personne qui s'occupe de lui. Si vous montrez... ce n'est pas cela que je montrerai forcément à un bébé de 5 mois, mais admettons. Voilà, nous montrons un objet à un bébé. Voilà, regarde le microphone. Ce qui est incroyable chez ce bébé de 5 mois, c'est qu'il va regarder l'objet que nous lui montrons. Lorsqu'on y pense, c'est tout simplement incroyable. C'est abasourdissant. Comment est-ce que, avec tous les stimuli qui l'entourent, comment est-ce que le bébé sait que nous parlons de l'objet que nous sommes en train de montrer? Si c'est un enfant typique, il le sait.
Il ne l'a pas appris, nous ne lui avons rien appris. C'est une réaction instinctive. Il reconnaît que de lever un objet, c'est un geste de communication. Il sait que ce dont nous parlons, c'est l'objet que nous montrons. Si ce bébé est autiste et que nous commençons à lui montrer ce récepteur, eh bien, il va peut-être regarder autre chose. Il va regarder que nous avons des poils au nez ou des rides. Peut-être que c'est ça, un microphone. Comment est-ce qu'il peut savoir? Et là, nous disons, c'est une personne autiste qui n'a pas de point de repère. Oui, parce que les personnes autistes ne savent pas comment ordonner le monde. Elles doivent essayer de schématiser tout cela. Imaginez-vous comment ce serait difficile d'essayer de comprendre ce que les gens disent ou essayer de prévoir ce qu'ils vont faire. Même les spécialistes du comportement diraient que c'est un petit peu bizarre. Même Skinner a dû renoncer à son projet d'élever son enfant selon les thèses comportementaliste. Ça ne marche pas. Nous avons beaucoup d'acquis, beaucoup de choses innées qui nous permettent d'interpréter le monde. Si vous montrez un nouveau jouet à un enfant de 15 mois, un jouet qui fait des bruits, qui a des lumières qui clignotent, quelle est la première chose qu'il va faire? Il va regarder le visage d'un adulte en qui il a confiance, sa mère, une autre personne. Et si sa mère l'encourage, si elle sourit, il va s'approcher de l'objet, il va le toucher. Si la mère a l'air craintive ou elle a un regard désapprobateur, l'enfant va se retirer. Les personnes autistes ne font pas cela. Même si elles regardaient le visage de leur mère, elles seraient incapables d'interpréter son regard. Alors, le fait d'aller ou non jouer avec ce jouet dépend de leur caractère. Est-ce qu'elle est curieuse? Et donc, les autistes deviennent les enfants qui ne comprennent pas les limites, les enfants qui ne comprennent pas les dangers, qui démontent tout, qui interprètent tout. C'est leur manière de donner un sens aux choses, mais sans les repères liés au danger. Si cet enfant a un tempérament craintif, il n'interagira peu avec son environnement. Il se repliera sur lui-même. Il aura une vie, mais une vie intérieure. Et tout cela procède de cette absence d'inné. Nous pouvons les aider, bien entendu, nous pouvons les aider à utiliser leur intelligence naturelle et le langage, s'ils ont acquis le langage, pour accumuler cette compréhension. Mais ils doivent le faire eux-mêmes et ils doivent le faire par le chemin cognitif, ce qui est très difficile. Donc, tous les aspects de la vie que nous apprenons sans effort aucun, que nous apprenons sans même nous rendre compte que nous les acquérons, ce sont les choses qui posent de sérieux problèmes aux personnes autistes. Donc, il faut les aider à faire ces associations, leur proposer les outils cognitifs. Et pour vous montrer que c'est quelque chose qui dure tout au long de la vie, j'aimerais revenir à Jessie Claiborne Park, une femme que Adam a évoquée ce matin. Sa mère a écrit sur elle lorsqu'elle avait 23 ans. À ce moment-là, Jessie n'avait pas développé son talent artistique. Elle avait déjà commencé à dessiner, mais maintenant elle vit de son art. Elle vend ses peintures qui sont
assez extraordinaire, mais à l'époque, elle avait un travail à la poste, elle triait le courrier. C'est un bon travail pour une personne autiste. Ça demande beaucoup de précision et de routine. Elle vivait chez ses parents, elle était assez contente, mais elle n'était pas heureuse parce qu'elle disait que ses collègues ne l'aimaient pas, n'étaient pas gentils, ne lui disaient pas bonjour, ne lui souriaient pas, ne venaient pas prendre leur café avec elle, et elle était triste de ce fait. Sa mère travaillait à l'université et elle avait des étudiants qui avaient besoin d'un projet. Elle leur a donné un projet qui était de suivre sa fille. Et les étudiants l'ont suivi et se sont aperçus que ses collègues lui disaient bonjour, lui souriaient, mais Jessie ne comprenait pas. Les signes sociaux ne les enregistrait pas. Elle regardait l'écorce des arbres, les fourmis sur le tronc de l'arbre, les mouvements des feuilles. Elle regardait toutes ces belles choses que nous ne voyons plus. Tout ça était très important pour Jessie. Elle ne remarquait pas que les gens venaient vers elle. Donc, ses collègues devaient trouver le moyen d'envoyer des signaux sociaux que Jessie pouvait remarquer. Elle adorait les chiffres, alors on lui a donné un bracelet avec un appareil pour compter. C'est pour les personnes qui jouent au golf. Compter les balles. Quelqu'un a dit un jour, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas tous simplement leur propre balle? Jessie adorait les chiffres. Elle a appris qu'elle pouvait s'accorder des points à chaque fois qu'elle répondait à un sourire avec un sourire ou à chaque fois qu'elle répondait à quelqu'un qui lui disait bonjour. Ça lui a donné une incitation pour chercher les signaux sociaux. Et bien entendu, cela a transformé son comportement. Et avec ce changement de son comportement, le comportement des autres a changé. Les gens commençaient à en avoir assez. Ils se sont dit, elle ne veut pas avoir des amis, elle veut être seule, elle veut rester de son côté. On arrête. Mais une fois qu'elle réagissait à leur sollicitations, ils ont changé aussi. Bon, ils ne sont pas devenus de très bons amis, mais ce n'était pas ce qu'elle voulait. Elle voulait que les gens lui disent bonjour, qu'ils viennent prendre leur café avec elle ou qu'ils l'invitent de temps en temps à sortir avec elle et avec eux. Et sa vie a vraiment été transformée. Le problème fondamental est resté. Enfin, elle avait du mal à remarquer les signaux sociaux, mais il y avait une technique qui lui permettait d'avoir une meilleure qualité de vie. Alors, tout ce qui est intuitif pour nous, ce sont les choses que nous devons apprendre aux personnes autistes. La communication, non pas uniquement un moyen de communication, parce qu'il y a d'autres groupes qui ont de la difficulté avec ça, mais le pourquoi de la communication. Les personnes autistes ne voient pas pourquoi on voudrait communiquer ou on est obligé de communiquer. Wendy Lawson, qui est une personne qui fonctionne très bien avec son autisme, nous dit que, surtout lorsqu'elle était enfant, mais encore maintenant, à l'âge de 50 ans, surtout quand elle était enfant, si elle avait soif, elle se mettait en colère contre sa famille qui ne lui donnait pas à boire. Bon, elle ne leur avait pas dit qu'elle avait soif, elle n'avait pas demandé à boire, parce qu'elle ne savait pas qu'il fallait demander. Elle pensait que si elle avait soif, ils le savaient forcément, et s'ils la privaient de boire, c'est parce qu'ils étaient affreusement méchants. Et encore aujourd'hui, elle doit se rappeler, encore aujourd'hui, elle doit se dire, ah oui, Rita, tu n'étais pas là, je dois vous raconter. Oui, oui, je lui dis, je n'étais pas présente, je n'ai pas vu. Si tu veux que je sache, tu dois me le dire. Mais c'est un message difficile. Ces messages sont difficiles à comprendre si l'on n'a pas ces instincts. Alors, la compréhension sociale et émotionnelle.
C'est tellement important. C'est important pour nous aussi si nous voulons les comprendre. Comment nous insérer dans leur monde. Et chaque personne est différente. C'est de là que vient toute la difficulté. Ensuite, toute la question de la pertinence et de la volonté. J'ai une petite anecdote que j'aimais raconter. C'est une histoire vraie qui m'a été envoyée par une enseignante qui travaillait avec ses enfants qui étaient autistes sur l'attention conjointe. Vous savez, cette compétence que ce bébé de 5 mois a déjà. On regarde là où l'on indique avec le doigt, etc. Et nous savons que l'attention conjointe n'est pas uniquement une question de vision, mais également d'ouïe. Mon amie Rose m'a raconté qu'à l'école publique, lorsqu'elle allait en cours d'histoire, elle devait utiliser des couleurs pour les différentes matières pour savoir quelles étaient les histoires, les livres d'histoire, etc. Elle devait les couvrir d'un papier de même couleur. Et lorsqu'elle arrivait dans la salle de classe d'histoire, elle devait se dire, bon, ici c'est l'histoire. Elle trouvait son cahier d'histoire avec la bonne couleur. Et un jour, en cours d'histoire, le cours était sur la reine Victoria et le roi Albert, l'histoire du Royaume-Uni. Nous aimons bien la famille royale. Alors voilà, la leçon, c'était sur Victoria et Albert. Et voilà, le prof ou l'instituteur qui parlait et le chauffage a commencé à faire des bruits, des gargouillis. Et le professeur a dit, oh, ce chauffage central, tous ces vieux tuyaux. Et ensuite, elle est revenue à son cours d'histoire. Rose n'a pas compris que l'institutrice a entendu un bruit et que si elle parle du bruit, c'est ce bruit que nous venons tous d'entendre. Elle n'a pas cette capacité d'attention conjointe. Alors, pour elle, ça faisait partie du cours d'histoire. Alors, vient le moment de l'examen sur Victoria et Albert, et elle commence à parler des systèmes de chauffage central à l'époque de Victoria et Albert. Et elle était très vexée. Elle m'a dit, mais comment est-ce que je peux savoir quand elle parle d'histoire et quand elle parle d'autre chose? Comment je peux savoir qu'elle parle de quelque chose qui n'a rien à voir avec l'histoire? Et plus on nous pose la question, plus on se demande comment on le sait. On le sait, tout simplement. On le sait parce qu'on est toujours aux aguets. Le téléphone sonne, quelqu'un dit, tu réponds et on sait qu'il s'agit du téléphone parce que nous savons que nous avons entendu un bruit, ils ont entendu un bruit, nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais sans avoir cette capacité, le monde est vraiment un puzzle. Donc les personnes autistes... Ah oui, je n'ai pas terminé mon anecdote. Donc cette prof, l'autre, travaillait sur l'attention conjointe et elle essayait d'inciter les enfants à regarder là où elle indiquait avec son doigt et elle commentait en même temps. Alors, ils sont allés se promener dans cette ville anglaise avec la classe. Et les poubelles étaient sorties sur le trottoir. C'était le jour des poubelles. Sur une poubelle, le couvercle était tombé. Il y avait un écureuil dans la poubelle qui sortait des choses de la poubelle. Et un enfant indique l'écureuil et dit « Oh, regardez, madame !» Alors, vous pensez, la prof était ravie. Il faisait exactement ce qu'elle avait demandé qu'il fasse. Il indiquait l'écureuil, il parlait de l'écureuil en même temps, mais alors, à ce moment-là, il a dit « Quelqu'un a jeté un écureuil en très bon état. » Bon, en très bon état, c'est un peu ça qui était drôle. Oui, alors, qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Il sait à quoi sert une poubelle. C'est possible, pourquoi pas, que quelqu'un a un écureuil dans sa poche dont il n'a plus besoin, même s'il est en bon état, et qu'il le mette dans la poubelle. Mais
personne de typique ne va penser cela. Dès que nous voyons l'écureuil, nous savons que l'écureuil est maître de ses propres actes. Ce n'est pas un pantin ou un jouet. Nous savons que cet écureuil a une volonté, une intention, et ce qu'il fait, il le fait exprès, délibérément. Mais les personnes autistes ne comprennent pas toujours cela. Vous imaginez la différence que cela induit dans votre compréhension du monde? Combien de fois vous pourriez faire de telles erreurs d'interprétation? Et la plupart du temps, ça ne sortira même pas parce que la plupart du temps, nous pensons ces choses sans les dire. Alors, essayez de voir dans le monde des autistes sans cette facilitation sociale, sans ces instincts qui les guident. Essayez de comprendre à quel point ils ont une montagne de choses à apprendre. Nous comprenons mieux à ce moment-là à quel point la vie est stressante pour eux. Voilà. N'oublions pas qu'il s'agit d'un trouble du développement. Nous le savons intellectuellement, nous connaissons ce terme, mais je me demande si nous y réfléchissons suffisamment souvent. Une bonne partie de ce que nous attribuons à l'autisme, ce sont des efforts d'adaptation en fait, de la part des personnes autistes ou des compensations. Parfois, ces stratégies sont peu efficaces, mais il faut quand même essayer de les comprendre si nous voulons les aider. Le grand classique, c'est les enfants qui ne vous regardent pas systématiquement lorsque vous leur parlez. Pourquoi est-ce qu'ils ne vous regardent pas? Parce qu'ils ne ressentent rien, pas d'affection, pas d'affect quand ils regardent un visage humain. Leur amygdale, une structure dans le cerveau, qui est le lien entre le cognitif et l'émotionnel, et qui a pour rôle, entre autres, de vous prévenir du danger. Lorsque cette amygdale est hyperactive, les personnes autistes voient un danger partout, surtout sur le visage humain qui leur est inconnu instinctivement. Alors, si on les oblige à regarder une personne dans les yeux, cela ne les réconforte pas. Au contraire, cela les stresse énormément. Et de surcroît, ils ont parfois manquer l'étape des interactions avec leur mère. Ce n'est pas la faute de la mère, je le précise tout de suite, mais parce qu'ils n'avaient pas la possibilité à ce moment-là de profiter de cette attention conjointe. Une des choses que les bébés apprennent, c'est à moduler leur niveau d'éveil. Et une maman attend son enfant. Quand l'enfant est né, elle rigole, elle rit. Mais l'enfant, lui, prend un peu de recul et se dit je vais la laisser se calmer parce que c'est un peu trop. Maintenant, si la maman est en dépression postpartum, eh bien, le bébé aura à travailler plus dur. Au contraire, il ira chercher le contact avec sa mère. Mais d'habitude, c'est plutôt un échange, une sorte de danse entre le bébé et la maman. Et le bébé apprend parfois que sa maman attend une réaction plus intense et parfois un peu moins. Et donc le niveau d'éveil monte et descend. Tout le monde n'a pas envie d'être en plein éveil à tout moment, en pleine excitation, ou alors dans un calme plat. Et donc, pour les autistes, au contraire, c'est toujours un peu les deux extrêmes. Il est difficile pour eux d'apprendre un bon moyen terme. Et quand ils sont trop excités, pour eux, le mieux, c'est simplement de fermer les yeux et d'arrêter. Et il faut les aider à trouver le moyen terme. On ne le fait pas, il ne faut pas le faire en forçant le contact
par le regard. On a vu cette belle vidéo ce matin, on a vu quelques exemples. Ce qu'il faut faire, c'est jouer avec les enfants pour les encourager à nous regarder, mais sans les forcer. Si une maîtresse d'école leur dit « Mais regarde-moi quand je te parle », comme beaucoup de maîtresses le font, eh bien, elles auront la réaction contraire en face d'elles. Et les enfants soit détournent les yeux, soit nous regardent en plein et avec un niveau d'excitation douloureux. Parce que pour eux, il est difficile, c'est difficile, c'est pénible de regarder les gens dans les yeux. Donc il y a une grande différence entre le fait de forcer les enfants et le fait de les encourager. Il faut les encourager à nous regarder. Il faut que cela ait un sens pour eux. Il ne faut pas que ce soit quelque chose qui n'a aucun sens. Et puis, les handicaps secondaires ou les difficultés secondaires. So that a lot of the things that we see, sorry, excuse me, I have to adjust my posture. A lot of things we see are not themselves the problem. Il y a beaucoup de choses qui en soi, beaucoup de choses que l'on observe qui ne sont pas un problème en soi, mais qui sont des éléments secondaires. Parce que pour les autistes, parce que les enfants autistes ont besoin davantage d'occasions de jouer avec d'autres enfants. Il faut leur donner davantage d'occasions d'apprendre les compétences sociales dont ils vont avoir besoin. Il faut qu'ils puissent faire des jeux de rôle et des jeux d'imagination, mais ils n'ont pas beaucoup d'occasions parce que justement, ils sont considérés comme étant des partenaires déficients. S'ils ont beaucoup de chance, ils ont une petite sœur autoritaire. Moi, je dis toujours aux parents, si vous pouvez produire une petite sœur autoritaire, c'est la plus grande aide que vous pourrez avoir. Les petites sœurs autoritaires ne relâcheront jamais leurs efforts et amèneront toujours l'enfant à jouer avec elles. Mais les autres enfants ne sont pas aussi persistants et souvent donc ils laissent l'enfant autiste de côté. Il faut donc trouver le moyen d'aider les enfants autistes à jouer avec d'autres enfants. Et si nous y arrivons, eh bien, en jouant avec d'autres enfants, en y trouvant du plaisir, sans que cela soit comme du travail, mais au contraire que ce soit un plaisir, eh bien, ils amélioreront leurs compétences sociales, leurs compétences en matière de communication et puis leur flexibilité. Parce que ce sont les autres qui nous donnent de la souplesse et de la flexibilité. J'habitais autrefois seule dans une petite maison à Birmingham, j'habite toujours seule d'ailleurs, et ma fille habitait à York, une autre ville où il y a souvent des inondations. Et un jour, elle est venue séjourner chez moi à cause des inondations. Elle est venue accompagnée de ses 3 enfants et de son mari et de son chien. Ils sont tous arrivés chez moi à Birmingham. Alors, tout allait bien. Pendant un certain temps, c'était très agréable d'avoir ma famille autour de moi. Les petits bébés qui venaient sauter sur mon ventre le matin, ça ne me dérangeait pas trop. Mais dans ma petite maison, il n'y avait qu'une seule salle de bain et moi, j'avais besoin de me préparer le matin. Et je retrouvais toujours quelqu'un dans la salle de bain et même il y avait des enfants qui voulaient m'accompagner dans la salle de bain, qui voulaient me raconter des histoires. Ils me regardaient et me disaient « Est-ce que tu as des cheveux de vieille dame ou des poils de vieille dame ?» Alors je leur disais « Oui, mais je ne veux pas trop y penser maintenant parce que je dois me préparer. » Et puis quand je rentrais à la maison, je devais jouer à cache-cache avec les enfants qui avaient caché les ustensiles de cuisine. Mais le pire, c'était dans mon bureau, parce que j'ai un système de gestion de bureau qui est fondé sur la méthode Volcan. Et puis, en fait, pour moi, c'est assez utile parce que j'arrive à creuser dans les flux de lave et j'arrive à trouver les choses que je cherche tout au fond. Mais ce n'est pas toujours facile de retrouver le moindre bout de papier. Alors, mon système a été bouleversé et puis ça m'a mis de mauvaise humeur et j'ai commencé à me plaindre à ma fille. Ma fille s'est retournée vers moi et m'a dit « Mais au nom du ciel, maman, cela fait trop longtemps que tu vis toute seule. Tu es en train de devenir une vieille dame bougonne. » Et elle avait parfaitement raison. Si on vit tout seul, on n'a que soi-même et personne n'exige de vous que vous fassiez quoi que ce soit. Si vous vivez dans un désordre total, eh bien, il n'y a que vous qui en subissez les conséquences. Maintenant que j'y pense,
j'ai vu qu'être entouré des personnes que j'aime et qui m'aiment, eh bien, cela fait faire des compromis, mais on a envie de faire ces compromis parce qu'on les aime. Mais les autistes ne retirent pas grand-chose des autres et ils ne voient pas pourquoi ils devraient s'entourer d'autres, en particulier d'autres enfants. Donc, ils s'en tiennent à leur routine, ils s'en tiennent à leur désordre, à leur système, parce qu'ils ne voient pas quel avantage ils pourraient retirer à changer leur système. Mais si vous les aidez, si vous leur montrez que les autres ont une utilité, on arrive assez vite à leur expliquer que les parents sont utiles, mais les professeurs, les instituteurs, vous rendent la vie difficile et ils exigent toujours plein de choses de vous. Et puis les autres enfants, les enfants autistes n'aiment pas en général les autres enfants, ou les enfants en général. Mon amie Rose, qui est dans la quarantaine, a peur des enfants parce qu'ils font des gestes inattendus, ils envahissent votre espace et puis ils contaminent. Elle est un petit peu obsessionnelle, compulsive et donc elle ne supporte pas qu'on la touche. Et si un enfant s'approche d'elle, moi je suis obligée de la protéger. Et de protéger les enfants parce que s'ils envahissaient son espace, elle risquerait de leur donner un coup de pied, non parce qu'elle les déteste, non parce qu'elle est méchante ou cruelle, mais parce qu'elle a peur d'eux. Et si elle panique, eh bien, elle risque de faire un geste inconsidéré et de les frapper. Donc, mieux on les habitue à vivre avec les autres, et à les comprendre et à en retirer du plaisir, mieux les choses iront. Et comme je l'ai dit ce matin, l'autisme est un trouble transactionnel également. Est-ce qu'on peut être autiste tout seul? C'est une question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Un autiste sur une île déserte, comment est-ce qu'on saurait qu'il est autiste? Je ne crois pas que vous pourriez le savoir. C'est dans les interactions avec les autres qu'on détecte l'autisme. Donc, il faut être deux pour être autiste. Et nos réactions sont tout aussi importantes que les réactions de l'autiste. On ne peut pas changer la personne, mais il faut modifier les situations pour surmonter les difficultés que l'on rencontre et les difficultés que l'on crée de part et d'autre d'ailleurs. Donc, éducation précoce, intervention précoce, on nous a présenté d'excellents exemples d'intervention précoce ce matin. Et bien sûr que les interventions doivent se mesurer à l'aune des valeurs que l'on a en matière d'éducation. Il faut se demander parfois si la fin justifie les moyens. J'espère qu'on arrivera tous à la même conclusion, mais parfois on voit des enfants qui sont soumis à toutes sortes de choses affreuses. Adam nous en a parlé dans sa présentation. Il y a encore des choses affreuses qui continuent à se faire. On a entendu parler des chocs électriques, des électrochocs. Et quand les enfants rentraient à la maison le week-end, parfois, eh bien, ces enfants rentraient à la maison munis de leur appareil à électrochoc pour que les parents puissent continuer à donner des électrochocs à leurs enfants, administrer des électrochocs à leurs enfants. C'est quasiment incroyable. Et quand les parents ont voulu que l'établissement soit fermé, en fait, quand les autorités ont voulu fermer l'établissement, ce sont les parents qui ont protesté. On s'est demandé, mais pourquoi est-ce que les parents voudraient qu'on continue à administrer un traitement pareil à leurs enfants? Ce n'est pas parce qu'ils ne les aimaient pas, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas le meilleur pour eux, mais parce qu'on leur donnait tellement peu d'aide que ce qu'on leur donnait, eh bien, ils étaient convaincus que c'était la seule aide qu'ils obtiendraient. Et ça les terrifiait. Et en fait, à cause de tous ces traitements inhumains, les enfants étaient difficiles à gérer. Et ce qui faisait peur aux parents, c'est de se retrouver face à leurs enfants à la maison. Donc, ce n'est donc pas seulement pour les enfants, mais pour les parents que nous avons besoin. Ce sont les parents qui ont besoin d'aide.
the root of why they're doing it is often that fear. Et les réactions des parents sont souvent fondées sur la peur de se retrouver seul face à son enfant sans savoir quoi faire, sans savoir quelles sont les meilleures mesures à prendre. Et la peur n'est pas bonne conseillère. On se trompe facilement quand on a peur. Et il faut faire en sorte que les parents ne se retrouvent pas dans ce genre de situation. So what do we need from the care pathways? Alors, well, we do need early intervention, les soins, les voies thérapeutiques. Eh bien, il faut des interventions précoces. I've been on many committees that have come up with the conclusion that we shouldn't base services on diagnosis. J'ai participé à de nombreuses réunions où on m'a dit qu'il ne fallait pas fonder les services sur le diagnostic. Le diagnostic est censé être un moyen objectif d'allouer des ressources rares. On n'a pas assez de ressources pour tout le monde, alors on va attribuer les ressources seulement à ceux à qui on a posé un diagnostic. Mais c'est une mauvaise manière de procéder. Il ne faudrait pas avoir à attendre un diagnostic. Il faudrait donner les services à ceux qui en ont besoin. Mais cela ne se fera pas avant que l'on ait fait comprendre aux autres ce qu'est l'autisme. Il faut faire comprendre qu'il s'agit d'une responsabilité que la société doit se partager, pas seulement les parents. Il faut une éducation spécialisée et il faut commencer aussitôt que possible. Au Royaume-Uni, les enfants sont intégrés dans une scolarité normale pour commencer parce que c'est moins coûteux. On est obligé d'attendre qu'ils aient échoué dans cette filière et qu'ils aient démontré qu'ils avaient besoin d'aide. C'est vraiment une très très mauvaise méthode parce qu'après ce sera beaucoup plus difficile de les intégrer dans une scolarité normale s'ils ont vécu une expérience négative. Alors, s'ils peuvent être intégrés dans une scolarité normale, très bien, mais il faut s'assurer qu'ils aient les compétences et la résilience nécessaires. Et il faut s'assurer que la scolarité normale, que l'école normale les comprenne et puisse les intégrer. Et à ce moment-là, cela pourrait fonctionner. Et les enfants vont avoir besoin de pauses fréquentes parce que cela crée beaucoup de stress. Quel que soit l'amour qu'on leur porte, cela crée du stress. Ça crée du stress pour les frères et sœurs. À terme, les frères et sœurs en bénéficient à terme parce que ça les humanise. Mais jusqu'à ce qu'ils arrivent à ce point-là, ça peut être une expérience extrêmement difficile et douloureuse. Les enfants qui ont un petit frère ou une petite sœur autiste, souvent subissent des dégâts dont le petit frère ou la petite sœur est responsable et c'est difficile pour eux. Donc tout le monde a besoin de pauses, de respiration pour qu'ils puissent faire des choses qu'ils ne peuvent pas faire en temps normal parce qu'ils doivent s'occuper de l'enfant. Et l'enfant a besoin d'acquérir l'indépendance et d'apprendre à fonctionner dans un environnement autre que celui de sa famille. Mes recherches m'ont montré que la raison principale pour laquelle les parents n'acceptent souvent pas l'aide, c'est qu'ils n'ont pas confiance. Ils n'ont pas confiance en d'autres qui pourraient s'occuper de leur enfant. Ils pensent qu'ils comprennent mieux leur enfant que les autres. Et donc, il faut renforcer les connaissances dans ce domaine. Et puis, les enfants vont grandir, deviendront adultes et auront d'autres besoins. Il faudra pouvoir répondre à ces besoins. Certains pourront vivre une vie indépendante et ils auront besoin de moins d'aide, mais au minimum, ils auront besoin d'être compris, ils auront besoin d'un peu d'appui, où que cet appui se trouve. Et il faut que cela puisse être mis à leur disposition. Les programmes qui ont réussi sont les programmes où les parents ont pu participer. Si les parents n'ont pas participé, les programmes ne sont pas des réussites. Et
les parents, bien sûr, veulent être aux côtés de leurs enfants et les parents doivent être aux côtés de leurs enfants. Mais il faut apprendre aux parents à gérer la situation de leur enfant. Donc les parents ont besoin de formation, ont besoin d'éducation. Et comme on nous l'a dit ce matin, il y a des problèmes de surcharge, de stress. Toutes les familles ne peuvent pas faire face à toute cette charge et ce stress. Et on peut mesurer de manière objective cela. J'avais à enseigner à des triplés autistes, une mère et 3 enfants qui étaient très très difficiles. Ce n'étaient pas des enfants autistes faciles, c'était des enfants intéressants mais difficiles. Et ils avaient, ces triplés, une petite sœur de 2 ans, leur aînée. Et cette maman est arrivée avec ses triplés à 4 ans et a voulu faire entrer ses enfants en maternelle. Et l'école maternelle lui a dit qu'il va falloir faire diagnostiquer ses enfants. Et son attitude, bon, cette mère était d'origine espagnole, son attitude vis-à-vis de ses enfants, c'est que bon, elle s'est mariée sur le tard, elle n'a jamais pensé pouvoir se marier et elle pensait que Dieu lui avait donné un mari et des enfants, et donc elle n'allait pas se plaindre. Et donc elle allait y faire face. Et cette attitude-là, cette merveilleuse attitude-là, elle a réussi à la conserver tout au long de la vie de ses enfants. Dans la même classe, j'avais une petite fille autiste assez typique, très peu exigeante, selon moi, qui lançait quelques puzzles en l'air, mais enfin, c'était une gentille petite fille, heureuse, et elle était assez facile de l'occuper. Mais c'est une enfant qui, à 7 ans, s'est retrouvée en institution. Ses parents étaient des intellectuels calmes, occupés à lire, et un enfant plus bruyant les aurait perturbés. Leur idéal d'enfant, c'était une petite fille qui lisait de la poésie, qui aurait lu de la poésie dans un coin. Et ils n'ont pas su comment faire face à cet enfant qui, à leurs yeux, était vraiment très agité et quasiment sauvage. Il ne s'agissait pas de les condamner. Nous avions ces triplés très excités et on plaignait les parents. Et d'un autre côté, il y avait cette petite fille très sage et nous ne comprenions pas pourquoi ses parents ne pouvaient pas faire face à la situation. C'est à nous de mieux comprendre la résilience des parents. Bien sûr que les parents se situent à différents niveaux, bien sûr, mais les parents en tant que co-thérapeutes, ça c'est une notion, mais souvent les parents sont des gestionnaires des thérapies, il y a beaucoup de traitements aussi administrés à domicile. À un moment donné dans ma carrière, j'ai fait des recherches sur l'efficacité d'une méthode pour laquelle, projet de recherche pour laquelle nous avions reçu beaucoup de fonds. Et il s'agissait de déterminer la réussite de groupes de parents, de groupes d'enseignants selon leur niveau de formation. Alors, dès le départ, on savait très bien quel groupe allait avoir les meilleures performances. Donc, c'était de l'argent jeté par les fenêtres. Mais dans le cadre de ce projet, j'allais dans différents appartements autour de Londres, voir des familles très désavantagées. Et je n'avais pas le cœur de les évaluer parce que j'avais moi-même des enfants dans cette situation. Je savais quelle pression ils subissaient, alors que mes jeunes collègues, frères et moulus de l'école, arrivaient beaucoup mieux à faire des choses à ses parents. Et le psychiatre qui était responsable de ce projet a demandé de l'aide. Et on lui a répondu, mais Rita vient vous aider tous les vendredis. Oui, mais elle ne vient que discuter avec les parents. Alors, je me suis rendu compte que je n'étais pas très efficace. Parfois, on a l'impression que l'enfant
ne va pas s'améliorer suffisamment pour justifier les efforts que les parents devraient faire. Donc, c'est souvent des situations assez délicates. Donc, l'éducation a un rôle double à jouer dans l'autisme. Le même rôle que pour les autres enfants, d'ailleurs. Les enfants autistes ont droit à avoir accès à un curriculum large, curriculum scolaire, et ils ont le droit à une formation qui leur permette de jouer leur rôle citoyen à part entière. C'est un droit humain, bien sûr, et il faut donner cet accès aux enfants. Mais ces enfants-là ont aussi besoin de traitement, de thérapie. Pas nécessairement administrés par des thérapeutes, mais ils ont droit à ce que leur éducation comporte un élément thérapeutique. Des éléments, parce qu'il faut leur enseigner toutes sortes de choses que les autres enfants n'ont pas besoin d'apprendre. Il faut donc commencer aussi tôt que possible. On a vu le modèle Early Denver, les travaux de Sally Rogers the ABA, the discrete trials ABA, the low version, which I'm not terribly pro on. But if you look at that another way, one of the things that Low-Vest did, la version Low-Vest, je ne suis pas très en faveur de cette version, mais cette méthode a sélectionné des enfants qui vivaient près d'écoles qui les accepteraient. Et donc, on s'est concentré sur les compétences qui permettraient à ces enfants d'entrer dans cette maternelle. Et, mais cet aspect-là de l'étude n'a jamais été reprise. Donc, encourager les enfants dans les comportements qui leur donneraient accès à l'école et décourager les comportements qui les empêcheraient d'entrer. Et donc c'est un projet qui donne matière à réflexion. Les besoins des parents. Les parents ont besoin de l'appui d'autres parents, bien sûr. Mais mon expérience m'a montré que les professionnels peuvent raconter tout ce qu'ils veulent aux parents, mais les parents n'y croient que si d'autres parents leur disent la même chose. Parce que, comme on l'a vu ce matin, les parents trouvent que les professionnels ne les comprennent pas suffisamment. Pour eux, il faut avoir été parent pour vraiment comprendre. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, tenir des journaux, se fixer des objectifs, c'est très important. Réduire l'angoisse, c'est très important. À mon avis, les parents et les professionnels travailleront mieux en collaboration si l'enfant progresse. Tout le monde est heureux si l'enfant progresse. Et on peut se faire des compliments mutuels, réciproques. Ce n'est que quand il y a des problèmes, quand l'enfant a un comportement difficile, quand il ne réussit pas, c'est là qu'on commence à se lancer des accusations à la tête. Et il faut donc être extrêmement prudent et continuer à travailler aussi dur que possible. L'une des choses essentiel, c'est qu'il faut se rappeler constamment que l'enfant subit les contre-coups de tout ce qu'il voit 24 heures sur 24, pas seulement à l'école. Les problèmes n'existent pas, ne sont pas circonscrits à l'école ou à domicile. En fait, les problèmes existent sur un continuum et il faut travailler ensemble pour résoudre les problèmes ensemble. Alors, je ne me tiens pas vraiment au temps qui m'est imparti, mais les professionnels doivent se rappeler qu'on ne peut rien faire de spécial dans les écoles pour les enfants. Enfin, on vous dira toujours on ne peut rien faire de spécial pour les enfants autistes parce qu'il faut traiter tous les enfants à égalité. Eh bien, n'y croyez pas une seule seconde parce que traiter tout le monde sur un pied d'égalité, ce n'est pas cela que ça signifie. Si vous traitez tout le monde à égalité, vous allez exercer des discriminations à l'encontre des uns et des autres. L'égalité
Bon, c'est l'égalité des chances, mais pour donner aux gens, pour accorder l'égalité des chances, il faut traiter chaque personne individuellement selon sa différence. C'est cela que nous recherchons. Merci de votre attention. Oh yeah. Okay.